Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. On va parler de l'équité. On dit en anglais equity. C'est quoi l'équité? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Comment vous pouvez l'utiliser pour vous permettre de créer des richesses? Si vous êtes un businessman, si vous êtes un entrepreneur, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, surtout si vous comptez vous lancer dans l'immobilier ici aux États-Unis. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez branchés et on va en parler dans quelques instants. Alors, salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono, je suis un Congolais d'origine et je vis ici dans la diaspora, plus précisément dans la ville de Chicago aux États-Unis. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vais dire merci à tout le monde, merci à tous ceux qui sont subscribed, merci à tous ceux qui continuent à laisser des commentaires. Merci, 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 encore une fois, merci. Invitez vos frères, invitez vos familles, invitez vos amis. Et soyez nombreux à regarder cette émission et partagez, laissez des commentaires, discutons, laissez des feedbacks, donnez-moi votre opinion. C'est que vous pensez de tout ce que je suis en train de dire, de tous les sujets que je suis en train de dire, donc de tous les sujets dont je suis en train de parler. Merci encore une fois à tout le monde. Alors, c'est quoi l'equity? L'equity, en termes simples, c'est la partie de la dette que vous avez payée. Ça veut dire que c'est un peu la partie de la dette que vous avez pu acheter. Et je vais commencer par donner un exemple. Je vais dire que, disons que vous voulez vous acheter une voiture. Et la voiture vous coûte quelque chose comme 1000 dollars. Et la manière dont vous allez payer pour cette voiture, c'est un peu déterminé par le dealership lui-même. Souvent, on vous donne quelques possibilités. Par exemple, ici aux États-Unis, vous avez la possibilité d'être financé. Vous pouvez être financé par les banques quand vous êtes en train d'aller pour acheter une voiture. Ça veut dire ce que la banque va faire. Si la voiture coûte 1000 dollars, la banque va pratiquement ce qu'elle fait, elle achète la voiture. Elle achète la voiture, elle va vous demander peut-être certains papiers pour voir si vous êtes crédible. Ici aux États-Unis, on va vous demander peut-être votre crédit score, votre crédit report pour voir le rapport de votre crédit, pour voir si vous êtes une personne crédible. On va aussi vous demander votre income, si peut-être vous avez un boulot ou bien des trucs comme ça, si vous travaillez pour vous-même. On va vous demander comment vous faites pour gagner de l'argent. Ils veulent voir combien vous faites entrer. Ils vont peut-être vous demander des histoires sur votre banque et tout ça. Mais après que vous ayez rempli ces conditions, la banque, pratiquement, ce qu'elle fait, elle vous donne elle achète elle-même la voiture à 1000 dollars. Elle met un taux d'intérêt au-dessus. C'est-à-dire que vous, maintenant, à partir de là, vous pourrez avoir quelque chose, une sorte de paiement. Et c'est ça qu'on appelle le financement, en fait, en termes simples. Vous, la personne maintenant qui a acheté la voiture, vous allez maintenant commencer à payer auprès de la banque. Vous n'allez plus payer auprès du dealer chez qui vous avez acheté la voiture, parce que, au fait, c'est la banque qui a acheté la voiture. Donc, vous allez payer peut-être des paiements de 200 dollars, 200 dollars, 200 dollars jusqu'à la fin. Donc, disons ici maintenant que vous faites votre premier paiement de 200 dollars et après, vous faites encore un paiement de 200 dollars. Vous avez payé 400 dollars en tout et la voiture vous avait coûté 1000 dollars. À ce niveau-là, maintenant, quand vous avez déjà payé les 400 dollars, disons maintenant que vous voulez pas, vous voulez plus continuer, la banque maintenant doit considérer les 400 dollars que vous avez déjà payé. Donc, cette partie-là que vous avez payée, malgré que ce n'est pas de l'argent que vous pouvez toucher, ce n'est pas de l'argent physique, cette partie de la dette que vous avez repayée, c'est ce qu'on appelle le equity. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important, surtout quand vous êtes en train de parler de real estate ici aux États-Unis. Parce que le equity aux États-Unis, c'est au fait ça qui vous permet à créer des richesses. Vous entendez souvent parler des riches américains. Les gens souvent disent que tous les gens qui ont été riches aux États-Unis sont des gens qui se sont lancés dans le real estate. Mais c'est pas que eux tous ils se sont lancés dans le real estate investment. Ce qu'ils sont en train de dire ici est que la plupart de ces gens ont commencé dans le real estate. Parce qu'une chose, quand vous commencez, vous vous lancez dans le real estate, ça vous permet maintenant, surtout si vous avez une bonne stratégie, ça vous permet maintenant de créer des richesses en construisant ce qu'on appelle un equity. Et le equity, là, c'est ce qui va vous permettre maintenant à financer vos prochains projets.
si vous avez un projet dans l'agriculture, si vous avez un projet dans la technologie, si vous êtes un entrepreneur dans les movies, ou bien si vous êtes entrepreneur dans d'autres domaines, ou même dans l'immobilier. Vous pouvez utiliser maintenant ce equity pour vous acheter maintenant votre prochain immobilier. Donc ici, peut-être je vais vous montrer une situation. Vous pouvez utiliser le equity ici aux États-Unis dans le real estate pour pouvoir vous créer des richesses. Je vais vous donner peut-être un exemple pratique qui pourra peut-être vous aider à comprendre ce concept. Disons que vous êtes une personne, un Congolais ou bien un Africain qui vit ici dans la diaspora à Chicago. À Chicago, je disais que la moyenne, quand vous êtes en train de travailler en tant que famille ou bien individu, je crois que la moyenne de income, le revenu annuel, c'est quelque chose comme autour de 50 000 dollars. Donc, disons que vous habitez vous-même ici à Chicago et vous avez 50 000 dollars. Ou bien dans d'autres cas, vous êtes en famille. En tant que couple, vous faites 50 000 dollars. Et disons par exemple que vous avez un appartement à 2 chambres et que votre loyer est à 1000 dollars. Ici à Chicago, vous pouvez trouver quelque chose comme ça, entre 1000 dollars et 1200 dollars. C'est possible, peut-être dans des quartiers qui ne sont pas très très bien, mais c'est possible que vous pouvez vous trouver quelque chose comme ça dans un bon quartier. Moi, j'avais un appartement de 1200 dollars qui était dans un très très bon quartier, donc c'est possible de le faire. Donc, disons que votre appartement, c'est de 1000 dollars. Donc, ça veut dire que dans le cours d'une année comme ça, vous payez quelque chose comme 12 000 dollars de loyer. Et la plupart des gens maintenant ont des histoires qu'on appelle, vous avez par exemple un travail et à votre travail, vous avez ce qu'on appelle un 401k. Le 401k, c'est un peu, c'est de l'argent que votre employeur retire de votre paie, de votre paycheck. Donc, vous allez dire à votre employeur combien il doit retirer de votre paycheck pour investir maintenant dans votre retirement, dans votre retraite. Donc, c'est un peu ça le rôle du 401k. Et si vous avez des bonnes compagnies, vous travaillez pour des bonnes compagnies, d'autres compagnies matchent même ce que vous êtes en train de mettre dans le 401k. Ça veut dire que si vous-même, dans votre 401k, vous mettez, à chaque fois qu'on vous paye, vous mettez 200 dollars pour votre retraite, la compagnie pour laquelle vous êtes en train de travailler, ils sont en train aussi de matcher ça. Donc, eux aussi, ils mettent 200 dollars dans votre compte. Ça veut dire que pour tous les 200 dollars que vous êtes en train de donner, la compagnie, vous êtes en train de gagner un 200 dollars extra que vous pouvez toucher après dans votre retraite. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Si vous êtes d'abord un Africain et que vous avez un 401k à votre travail, je vais vous recommander vraiment d'investir dans ça. Mettez de l'argent dessus et ça va vraiment, surtout si votre employeur est en train de matcher ce que vous êtes en train de faire, c'est une façon vraiment de vous créer des richesses. Mais bref, ce que je voulais dire était que ça, c'est quelque chose que vous pouvez, c'est quelque chose que beaucoup d'Africains peuvent avoir ici aux États-Unis. La plupart des Africains ont des bills, ils ont des voitures, des trucs comme ça, donc vous allez payer aussi vos bills. Disons maintenant que vous avez quelque chose comme 20 000 dollars que vous avez mis dans votre compte, vous avez un peu d'argent que vous avez mis dans le stock market, donc vous avez acheté quelques stocks à Tesla ou bien des histoires comme ça dans le stock market, dans la bourse. Donc, et vous êtes resté avec 20 000 dollars encore dans votre compte bancaire. Donc, ça, c'est une bonne vie. Et beaucoup d'Africains vivent une vie comme ça ici aux États-Unis. Mais le problème dans tout ce que vous êtes en train de faire, la plupart des choses qui sont dans ce portfolio sont des histoires qui sont bonnes. Parce que vous êtes en train d'investir d'abord dans votre retirement, et ça, c'est quelque chose de bien. Vous êtes en train d'investir aussi dans le stock market. C'est quelque chose de bien. Mais le stock market, vous devez comprendre que ce sont des histoires qui montent et ce sont des histoires qui descendent. Donc, tant que vous comprenez le risque, vous pouvez vous lancer dans ça, parce que ça va aussi peut-être, ça peut vous permettre aussi de vous créer des richesses si vous vous achetez le bon stock. Ceux qui ont acheté Tesla il n'y a pas très longtemps, ils ont vu comment Tesla a augmenté. Mais par contre, les gens qui ne sont pas peut-être dans la bourse, qui sont dans le crypto, ils ont vu comment leur crypto a chuté. Et il y a d'autres stocks aussi qui sont dans la bourse qui ont chuté depuis. Donc, quand vous êtes dans le stock market, c'est un peu un truc risqué. Ça peut augmenter et ça peut chuter. Si vous voulez quelque chose qui est vraiment un risque qui est high risk, high reward, quelque chose qui est vraiment très risqué et vous avez beaucoup d'argent que vous voulez peut-être vous lancer dedans, ça c'est le crypto.
Le crypto, c'est quelque chose où vous pouvez perdre 2 000 $ en une journée et vous pouvez gagner 1 000 $ ou bien 5 000 $ en une journée. Donc, ça dépend. C'est quelque chose qui est vraiment très volatile, mais ce sont des investissements. Moi, par exemple, je ne me lance pas vraiment dans les investissements dans la bourse ou bien dans le crypto. J'étais dans le crypto, j'ai perdu beaucoup d'argent et ça, c'était pas vraiment intéressant pour moi. Mais dans mon portfolio, il y avait le crypto, il y avait la bourse et il y avait aussi le real estate, donc les biens physiques. Et quand j'avais décidé de quitter le crypto, c'est là que j'avais décidé de prendre cet argent et de mettre dans le real estate. Et ce que j'avais fait même en entrant en parenthèse, l'argent que j'ai pris, que j'avais investi dans le crypto, j'avais investi quelque chose. Bon, j'avais investi quand même un bon montant dans le crypto. Et dans ce montant-là, j'ai perdu quelque chose dans mon investissement. J'ai perdu quelque chose comme 5 000 $ ou bien 6 000 $ de crypto. Ça veut dire que quand j'ai investi dans le crypto, j'ai gagné directement quelque chose comme 5 000 $. Mais disons que j'ai mis 10 000 $ à l'intérieur. Et directement comme ça, j'avais gagné quelque chose comme 7 000 $. Je suis arrivé à quelque chose comme 17 000. Mais après, j'ai tout perdu. Donc, j'ai perdu tous les 5 000 $ ou bien les 7 000 $ que j'avais gagnés. Et j'ai même perdu dans les 10 000 $ que j'avais mis. Donc, je suis descendu même jusque vers les 8 000 comme ça. Donc, après, quand j'ai vu qu'on commençait à trop descendre, je me suis dit que je vais prendre cet argent que j'avais. J'ai décidé de déplacer ça avant que ça parte vraiment complètement, parce que c'est un risque. Il y a d'autres qui vont dire tu peux rester dans ça, et il y a d'autres qui vont dire que tu dois sortir. Moi, comme je me lance déjà j'ai quand même un portfolio où il y a un real estate, je me suis dit que je peux prendre cet argent et comme le real estate, du côté de real estate, la valeur est en train d'augmenter, je me suis dit que je peux prendre où la valeur est en train de descendre, prendre cet argent, malgré que j'ai quand même perdu, prendre cet argent et donner des paiements à ma banque pour construire maintenant plus de equity. C'est pour ça que je suis en train de vous parler de l'equity dans cette émission. Ça va me permettre maintenant que, parce qu'avec ma banque, je peux le dire que, OK, j'ai ces 6 000 $ ici et j'ai envie que ces 6 000 $ ici ne partent pas en termes de mes intérêts, ne soient pas payés en termes de mes taxes, mais j'ai envie que ces 6 000 $ que je vais vous donner partent directement dans ce qu'on appelle le principal. Le principal, c'est la partie de la dette que moi j'ai, c'est la dette au fait que j'ai de la banque. Les autres histoires dans mon paiement, il y a les intérêts. Il y a eu un épisode où je parlais de ça. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les autres épisodes sur l'immobilier, allez un peu regarder. Mais au fait, ce que se passe, c'est que quand vous êtes en train de faire un paiement à la banque chaque mois, votre paiement est divisé en plusieurs parties. Il y a une partie de votre paiement qui part dans les taxes. Il y a une partie de votre paiement qui part dans les intérêts et il y a une partie de votre paiement qui part dans la dette que vous avez, que vous êtes en train de repayer à la banque. Cette partie-là qui part à la dette que vous avez, c'est cette partie-là qui est en train de construire votre equity. Moi, maintenant, vous pouvez maintenant donner à la banque tant d'argent que vous voulez. Si aujourd'hui j'ai 50 000 $, je peux dire que je dois prendre 50 000 $ et je dis à la banque, j'ai envie que ces 50 000 $ partent seulement sur le principal. Donc, ça va construire mon equity. J'ai pas envie que ça parte dans les intérêts, j'ai pas envie que ça parte dans les taxes, j'ai envie que ça parte seulement dans les principaux. Et si vous êtes OK avec tous les paiements avec la banque, ça c'est un paiement de plus. La banque va prendre ça, à moins que vous ayez une dette de la banque. Mais si vous n'avez pas de dette de la banque, vous pouvez mettre votre paiement partout où vous voulez. Moi maintenant, comme aux États-Unis, le real estate est en train d'augmenter de valeur, c'est là que j'avais décidé de prendre mon argent de crypto et mettre ça maintenant dans mon equity, dans le real estate que j'avais déjà acheté. Comme ça va encore faire monter la valeur de mon equity. Je vais peut-être vous montrer dans cet exemple ici que je suis en train de vous dire comment vraiment ça fonctionne. Donc, comme je disais, beaucoup d'Africains vont vivre dans cette situation. C'est une situation qui est vraiment à l'aise pour beaucoup. Vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir des enfants et vivre dans cette situation. Et ça, c'est une situation qui est assez stable. Mais moi, quand je suis en train d'analyser la situation de cette personne, il y a un problème. Le problème ici est que vous êtes en train de payer 12 000 $ à une personne. Et ces 12 000 $ ne font rien. Il y a encore un autre problème ici et que vous avez 20 000 $ dans votre compte bancaire et que ce 20 000 $ ne fait rien. Ici, maintenant, il y a un concept que vous devez comprendre parce qu'il y a le concept aussi de l'inflation.
Ça veut dire que chaque fois que votre argent, ce qui est bien dans un investissement, est que l'argent est en train de travailler pour vous. Quand vous êtes en train de mettre 20 dollars dans la bourse, c'est possible que ce 20 000 dollars puisse devenir 40 000 dollars. C'est possible aussi qu'il puisse un peu diminuer. Mais vous êtes en train un peu de jouer ce jeu. C'est mieux encore de jouer à ce jeu au lieu de prendre votre argent et de le laisser dans la banque. Quand vous prenez votre argent et vous laissez votre argent dans la banque, 20 000 dollars, 30 000 dollars, 40 000 dollars, et vous laissez ça dans votre banque, cet argent-là, en réalité, est en train de perdre de la valeur chaque jour. Chaque jour que cet argent reste dans votre compte, cet argent est en train de perdre de valeur. Quand vous êtes dans des pays comme la République démocratique du Congo, vous avez vos argents dans les banques de la place. Chaque fois que vous croyez que vous avez de l'argent, vous mettez des 1 500 000 dollars et vous croyez que vous avez de l'argent, mais chaque fois que cet argent, chaque jour que cet argent reste dans cette banque-là, vous êtes en train de perdre, elle est en train de perdre sa valeur. Et au fait, cet argent qui est dans la banque, c'est seulement, c'est un peu, c'est seulement, comme on dit un peu en anglais, c'est seulement un trust. Parce que cet argent-là, c'est pas vraiment de l'argent réel. Vous allez voir qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les gens, il y avait ce problème avec la BIAC. Les gens croyaient qu'ils avaient l'argent à la BIAC. Et quand ils sont allés retirer cet argent, on les a dit que vous n'avez pas d'argent, votre argent est bloqué. Et ça fait un bon bout de temps que ces gens ont un problème pour retirer l'argent de la BIAC. Et vous avez encore ce même problème qui est en train de se faire avec une autre banque ici en République démocratique du Congo, où les gens ont du mal à retirer l'argent de leur banque. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment... c'est pas intéressant de laisser l'argent dans les banques. Parce que non seulement l'argent est en train de perdre sa valeur, mais il y a aussi beaucoup de risques, surtout quand vous êtes en Afrique. Il y a beaucoup de risques avec certaines banques et vous risquez de perdre tout votre argent. La meilleure chose pour vous à faire, c'est de prendre cet argent et d'investir cet argent. Vous devez faire tourner cet argent, vous devez faire de telle sorte que cet argent puisse travailler pour vous. Prenez cet argent. Je ne dis pas que vous devez prendre tout votre argent des banques. Laissez quelque chose comme un 10 000 dollars, ça dépend de combien vous avez. Vous laissez une petite partie qui peut couvrir vos urgences. Vous laissez ça dans vos banques et l'autre partie, faites quelque chose d'autre avec. Les gens en République démocratique du Congo, les gens en Afrique ont beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai jamais compris comment ces gens qui ont de l'argent en Afrique n'arrivent pas à créer des richesses. C'est quelque chose que moi, je n'ai jamais compris. Parce que si c'est possible que vous ayez de l'argent, si aujourd'hui vous avez de l'argent en République démocratique du Congo, la plupart des Africains, la plupart des Congolais, vous avez des boys. Vous avez des gens qui travaillent pour vous. Ça, c'est une main-d'œuvre que nous, les gens ici dans la diaspora, on n'a pas cet avantage. D'abord, on n'a pas cet argent-là que vous êtes en train de faire avec la politique. On ne sait pas comment vous avez cet argent. Mais déjà, on n'a pas cet argent. Mais vous qui avez cet argent avec les business que vous faites, les Congolais, si je parle aux Congolais, vous qui avez cet argent en Afrique avec les business que vous faites, avec tout l'argent que vous faites en train d'entreprendre, comment se fait-il que vous n'arrivez pas à vous créer des richesses alors que vous avez tout cet argent dans un système qui est vraiment ouvert, un système qui n'est pas contrôlé comme l'Afrique? Parce que tout ce que vous avez fait, comme je suis en train de dire, vous avez des boys, vous tous, vous avez des boys. Ici aux États-Unis, si j'ai un boy, ça devient quelque chose, c'est un maid, on appelle ça les maids. Les maids ici, ils sont protégés par la loi. C'est-à-dire que vous devez les traiter d'une certaine façon, vous devez les payer d'une certaine façon, il y a beaucoup de choses, devez les donner certaines assurances et des histoires comme ça. Donc, la loi est là pour protéger les maids et les boys. Mais en République démocratique du Congo, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a vraiment des lois en République démocratique du Congo pour protéger les boys? Vous voyez comment les gens qui ont de l'argent, combien ils sont en train de payer leurs chauffeurs, combien ils payent leurs boys, combien ils payent les autres maids. C'est pas beaucoup d'argent. Mais ça, ce sont des richesses, au fait. Et ici, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que les Africains doivent mal traiter leurs maids ou bien les traiter comme des esclaves. Ici, moi, ce que je suis en train de dire est qu'on est en train de parler de créer des richesses. Beaucoup d'Africains croient qu'ils ont de l'argent, beaucoup d'Africains croient qu'ils s'en sortent. Mais quand vous regardez les économies africaines, la plupart des gens qui dirigent ces économies, ce sont des expatriés, ce ne sont pas les Congolais.
Comment se fait-il que vous, vous êtes Congolais et vous dites que vous avez de l'argent, vous avez tous ces mabanga, on vous boit dans toutes les chansons, le musicien ici vous boit, les autres musiciens ici vous boit, on vous boit par tout le monde. Mais comment se fait-il que dans votre économie du Congo, ce sont les expatriés qui sont en train de vous dominer, qui sont en train de vous dominer. Et ces expatriés, on les boit quand même pas. Mais c'est eux qui sont en train de dominer vos économies. Moi, ce que je suis en train de dire maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont de l'argent. Je dis que c'est un problème de mentalité. Vous avez tous les acquis autour de vous pour vous permettre de créer ces richesses. Si vous vous concentrez seulement à l'objectif de grandir le Congo, de développer le Congo, de développer l'homme congolais, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités de vous faire de l'argent. Ici, je vais vous parler des banques. Excusez-moi parce que je dois parler un peu de ce sujet, parce que c'est quand même un sujet qui est important. Et parce qu'on est ici en train de parler de l'entrepreneuriat, et vous voyez que les Africains souvent se plaignent beaucoup de leur gouvernement. Et il y a quelque chose que moi j'essaie de faire avec Son of Congo. J'essaie de dire aux Africains que vous n'avez pas toujours besoin d'attendre que vos gouvernements fassent tout pour vous. Vous-même, vous êtes la solution au problème. Vous êtes la solution, pas au problème, mais vous-même, vous êtes la solution au développement de votre pays, au développement de votre continent. Je disais que quand vous êtes en train de parler en termes de gross product, de GDP, le produit brut d'un pays. Ce produit brut-là, ce montant-là que les gens disent, je crois qu'en République démocratique du Congo, on parle de 60 billions de dollars, ou bien 60 milliards de dollars de produits de GDP. Quand vous êtes en train de parler de ça, ça c'est de l'argent congolais. Vous maintenant, le gouvernement congolais n'arrive pas à récolter assez de cet argent. Regardez maintenant le budget du Congo, c'est quelque chose comme 4 milliards, 5 milliards. Donc c'est ça la capacité du gouvernement de pouvoir récupérer une partie de ce GDP. Mais toute la partie qui reste, ce que je suis en train de vous dire, est que c'est dans la main des Congolais. La partie que le gouvernement n'arrive pas à récupérer à cause de ses shortcomings, à cause de la corruption, à cause de son manque d'organisation, à cause de son manque de compétences, ou bien l'absence de l'État est une opportunité pour le peuple congolais. C'est une opportunité pour vous créer des richesses. C'est là que je disais que vous avez par exemple des boys, vous avez de l'argent. Il y a des boys qui se connaissent dans la ferme, ils se connaissent aussi dans l'agriculture. Vous pouvez mieux payer ce boy-là à la maison, vous mettez ce boy-là aussi au champ, vous le donnez un meilleur salaire ou bien vous faites un deal avec lui. Vous lui dites que, OK, on va se partager, moi je vais mettre tout mon investissement, toi tu vas faire la maintenance et je vais te donner une partie de la production. Comme ça, lui, il pourra aussi faire ses activités avec. Et toi aussi, tu le donnes, parce que tu ne le donnes pas de salaire, tu le dis, OK, je vais assurer peut-être les études de tes enfants. Si tu as deux, trois enfants, j'assure les études des enfants. Je vais faire ça, 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 ça. Vous le donnez quand même certains bénéfices. Le boy là aura assez de l'argent. Vous aussi, vous aurez assez de l'argent. Et lui, il pourra même engager quelqu'un. Ça va permettre de faire d'un boy un entrepreneur. Parce que lui, maintenant, comme il travaille à votre ferme, il peut se dire que je veux créer ma propre structure et engager quelqu'un qui va travailler maintenant chez vous à la maison. Comme ça, lui, il peut passer plus de temps à la ferme. Mais tous ces gens-là, vous êtes en train de payer au fait la même personne parce que c'est sa structure à lui. Donc, les Africains, vous devez apprendre comment à pouvoir empower les autres Africains. Comment vous pouvez vous utiliser entre vous pour pouvoir vous créer des richesses. Vous êtes des amis à Kinshasa, vous avez assez d'argent, mettez-vous ensemble, prenez des mamans maraîchères, créez une structure, apprenez-les à manager l'argent, apprenez-les à créer des profits, donnez-les des petits loans comme ça, vous les donnez 1 000 $, 1 200 $, vous les donnez avec intérêt et vous les accompagnez, elles vendent et donc apprenez-les à devenir des entrepreneurs. Apprenez à ces mamans, à ces jeunes gens à devenir des entrepreneurs en créant des structures comme ça. Et c'est comme ça que vous allez créer des richesses. Mais personne ne le fait en République démocratique du Congo. Et moi, quand je viens souvent, quand je vais à Kinshasa, je regarde toutes ces histoires, je dis ça, ce sont des richesses. Moi, j'ai grandi à Kinsuka pêcheur, donc chaque fois que je vois
Je pars à Mimosa, je prends la route du fleuve là. Je vois, chaque fois que je vois les gens là, jusqu'aujourd'hui, quand je vois les gens en train de pêcher là-bas, je me dis que un jour, quand je pourrai être au Congo, je vais les rassembler, essayer de les rassembler et tous et voir comment on peut travailler ensemble. Comment ces gens-là peuvent pêcher les poissons pour moi. Et moi, je vais commencer à vendre ça à la population. Je m'achète quelques frigos, tout. On crée une structure, une petite boîte et on commence des opérations. Je travaille avec les pêcheurs et je les donne de l'argent, certains bénéfices, et eux, ils me donnent le poisson. Une relation un peu qui est gagnant-gagnant. Et vous pouvez même ajouter dans les bénéfices. Comme je disais, les gens ont des problèmes de soins de santé, les gens ont des problèmes d'aller d'éducation. Donc, vous pouvez prendre ces gens en charge. Les écoles où ces gens, où la plupart des boys envoient leurs enfants, ce ne sont pas des écoles qui sont très chères. Vous avez l'argent pour faire toutes ces histoires-là. Mais c'est bizarre qu'en République démocratique du Congo, les gens ne le font pas souvent. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment qui est quand même bizarre. C'est quelque chose qui est important. Je pense vraiment que euh, on doit un peu faire mieux. Si vous êtes dans la classe moyenne, cette petite classe moyenne-là qui est en République démocratique du Congo, si vous n'êtes pas dans la politique ou bien dans toutes ces histoires, faites un peu mieux. Essayez un peu de travailler avec la population, créer des structures qui peuvent permettre vraiment aux gens de créer des richesses, aux Congolais de créer des richesses. Et vous allez voir que vous allez commencer à être en mesure même de faire la compétition avec tous les expatriés qui sont en ville et tout ça. Mais maintenant, c'est les expatriés qui sont en train de vous dominer. Et vous, vous avez l'argent et la raison pour laquelle vous n'êtes pas en train de, ils sont en train de vous dominer, c'est parce que vous gardez vos argents dans les banques. Et comme je vous disais que laissez votre argent dans la banque, chaque jour, vous êtes en train de perdre l'argent. Et c'est pour ça que vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des Congolais qui sont restés riches de génération en génération. Une génération a de l'argent et quand le papa meurt, vous voyez que ça commence à devenir la chute et personne, les enfants n'arrivent pas à remonter. Parce que personne, tout le monde a gardé l'argent en banque et personne n'a fait des investissements. Mais les autres qui viennent dans vos pays, les expatriés, ils sont en train de venir et dès le premier jour, ils sont en train de faire des investissements. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils restent au Congo, leur richesse est en train d'augmenter. Mais vous, au fur et à mesure que vous êtes au Congo, vous êtes en train d'acheter leurs produits et votre richesse est en train de diminuer. Donc, pensez comment vous pouvez commencer à investir maintenant sur l'Africain, sur le peuple congolais. Travaillez ensemble, créez des structures, pensez, mettez vos intelligences ensemble. Il n'y aura rien qui sera parfait, mais faites vraiment des contrats gagnant-gagnant où vous allez voir vraiment des petites choses. Ça n'a pas besoin d'être des grandes choses, des petites choses. Vous travaillez avec 5, 4 pêcheurs, avec 5, 4 mamans maraîchères. Vous êtes en train de vendre des produits, vous faites la suivi, vous les aidez avec la comptabilité. Donc, c'est un peu une forme de training aussi que vous êtes en train de les donner, une sorte de formation. Et d'ailleurs, c'est un peu l'idée que moi-même j'avais pour la ferme. Je parle souvent de cette ferme en République démocratique du Congo parce que c'est ça l'idée au fait que moi j'avais. Quand je parlais de mon homestead, je me disais que ça doit être un homestead qui doit fonctionner de lui-même. C'est pas quelque chose que moi je dois mettre de l'argent à l'intérieur et que je dois commencer à garder ça. Non, ça doit fonctionner de lui-même. L'argent initial pour l'investissement, moi je vais le mettre. Mais l'idée, la vision est que cette chose-là elle doit fonctionner d'elle-même. Ça veut dire que quand vous avez, si j'ai un champ et s'il y a peut-être des bétails, vous devez faire travailler avec des personnes, vous devez travailler avec des vétérinaires, vous devez travailler avec des gens qui se connaissent dans l'agriculture. Faites des deals avec ces gens. Si vous ne pouvez pas les donner de l'argent cash, faites des deals. Ils prennent une partie de la récolte. Si vous avez la possibilité de le construire une maison, ces gens-là, vous regardez dans les maisons dans lesquelles ils habitent, ce ne sont pas des maisons qui vont vous coûter cher à construire. Vous pouvez les construire en bois, vous pouvez les construire d'une façon vraiment... il y a un autre épisode où je vous ai montré comment les gens construisent des maisons en terre de bonne qualité. Donc, je pensais toujours qu'avoir une ferme peut-être d'1 hectare, 2 hectares, vous avez peut-être quelques petites buanderies, des maisonnettes comme ça, peut-être 4 ou 5, et vous avez votre staff qui habite à l'intérieur avec leur famille. Vous les mettez là-bas, eux, ils travaillent dans leur champ et dans votre champ,
et ils travaillent dans votre ferme et vous partagez une partie de la production. Ça va leur permettre de vivre avec, ça va leur permettre de faire des activités. Et parce qu'ils ont beaucoup de charges dans votre ferme, vous assurez aussi leurs enfants, essayez un peu de les donner quelques bénéfices comme de retraite ou bien des histoires comme ça. Des histoires qui ne coûtent pas cher en République démocratique du Congo. Parce que vous avez déjà de l'argent. Le bénéfice que eux peuvent vous remporter en travaillant dans votre ferme et vous donner tous ces produits-là, c'est de loin ce que ces gens vous demandent. Mais vous devez faire seulement un partenariat qui est vraiment gagnant-gagnant. Vous connaissez ce que dont les gens ont besoin. Vous connaissez ce que l'homme africain ou bien le Congolais a besoin. Il a besoin d'une éducation, il a besoin d'aller pouvoir voir un médecin, de toutes ces histoires. Donc c'est vraiment mieux de faire quelque chose comme ça au lieu de d'attendre chaque fois que votre boy ait quelque chose comme une emergency, il vient chez vous et vous demande de l'argent et vous croyez que vos travailleurs sont en train de vous tracasser. Empower vos travailleurs, mettez-les au travail et vous allez voir que vous-même, vous allez vous faire plus d'argent et vos travailleurs aussi seront en mesure de créer des structures et eux-mêmes aussi créer des richesses pour leurs enfants et pour leurs familles. Et quand vous faites ça maintenant en République démocratique du Congo, et si assez de Congolais le font, vous allez voir que le pouvoir d'achat du Congolais va commencer à augmenter. Mais si vous dépendez toujours des expatriés pour tout, ça ne va pas vous aider. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui était important que je devais dire, malgré que cette émission n'est pas vraiment sur l'investissement et sur le loan et tout ça. Mais j'étais en train de parler des banques. C'est ça que les banques sont en train de faire. Quand on est ici aux États-Unis, on veut aller s'acheter une voiture. Ces voitures-là coûtent 20 000 dollars, 25 000 dollars, 30 000 dollars. La plupart des gens n'ont pas cet argent pour aller s'acheter cette voiture cash. On approche des banques. Et les banques, c'est eux, après qu'on ait rempli certaines conditions, c'est eux qui nous donnent cet argent-là. En République démocratique du Congo, les gens n'ont pas cette possibilité-là d'approcher les banques pour demander l'argent. Parce que les banques vont demander quelque chose comme un bien immobilier, quelque chose comme ça, ou bien ils voudront que vous ayez un travail dans la fonction publique ou bien des trucs comme ça avant qu'ils puissent vous donner des loans. Et ils travaillent souvent avec certaines entreprises, c'est même pas toutes les entreprises. Mais ils vont vous demander des histoires comme ça et la plupart des Congolais n'ont pas toutes ces histoires. Mais il y a beaucoup de Congolais qui ont de l'argent. Il y a beaucoup de Congolais qui font le diamant, il y a beaucoup de Congolais qui font les minéraux. Mais tous ces Congolais-là, prêtez de l'argent aux Congolais. Vous êtes des Congolais, vous avez de l'argent. Vous regardez autour de vous, il y a des Congolais qui sont pauvres. Mais prêtez-les de l'argent. Puis regardez qui est à côté là, qui sont là, des gens de confiance. Vous les mettez dans une certaine structure où vous pouvez quand même contrôler leurs activités. Prêtez-les de l'argent et poussez-les à travailler et à créer ces richesses. Parce que la plupart de ces gens, ils ont besoin seulement d'un appui financier. Vous avez de l'argent, vous savez que vous faites les mabanga avec au lieu de partir là-bas aider les autres Congolais. Et en même temps, vous êtes en train de regarder ces gens s'appauvrir et vous voyez les expatriés dans vos quartiers avoir plus d'argent. Et ça, c'est quelque chose que les Congolais doivent comprendre que ça vous aide pas. Ça n'aide pas le Congo. Oui, vous avez de l'argent. Oui, vous êtes en train d'enjoy toutes les histoires que les expatriés sont en train de construire à Kinshasa. Oui, vous êtes en train de boire vos cafés, vos histoires, mais quand vous êtes en train de penser à un pays, vous êtes en train de penser long terme. Vous pensez à une économie, vous êtes en train de penser long terme, vous êtes en train de penser pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat du Congolais est mal parti. Si vous êtes en train de projeter les 5 prochaines années ou bien les 10 prochaines années, si vous ne faites pas quelque chose maintenant pour changer les choses, le pouvoir d'achat du Congolais va vraiment s'affaiblir et les expatriés vont vraiment tout contrôler. Donc ça, c'est quelque chose que les Congolais c'est un combat vraiment que les Congolais doivent s'approprier eux-mêmes et essayer vraiment de se battre vraiment comme on appelle, le economy freedom. Battez-vous vraiment pour ce qui vous revient dans votre économie. Mais tout ça commence avec l'homme congolais lui-même. Faites votre effort vous-même avant d'exiger plus de votre gouvernement. Donc, pour revenir à notre exemple, après qu'on ait parlé de toutes ces histoires, revenons maintenant dans notre exemple. Le problème, comme je disais, était que cette personne-là a 20 000 dollars qui restent dans son compte en banque qui ne fait rien. Et cette personne-là aussi
à 12 000 dollars qu'elle est en train de jeter chaque fois chaque année en donnant cet argent à une autre personne pour son loyer. Moi, maintenant, ce que je suis en train de vous dire est qu'au lieu de donner 12 000 dollars à cette personne chaque fois pour le loyer, parce que le loyer, c'est quelque chose qui va continuer à augmenter. Donc, c'est-à-dire, cette année, si vous êtes en train de payer 1 000 dollars ou bien 12 000 dollars, l'année prochaine, ce sera 13 000 dollars. L'année suivante, ce sera 15 000 dollars. Donc, le loyer, c'est quelque chose qui augmente toujours over time. C'est-à-dire que cette personne-là qui gagne 50 000 dollars, over time, elle devient de plus en plus pauvre parce que l'argent qui est dans son compte bancaire est en train de diminuer, l'argent que tu es en train de payer en loyer est en train d'augmenter. Et si ton argent qui est dans le 401k et qui est dans la bourse ne se porte pas très bien, tu es en train de perdre toutes ces histoires. Et ici, maintenant, quand je suis en train de vous dire de vous lancer maintenant dans le real estate, c'est une façon pour vous de pouvoir économiser maintenant ces 12 000 dollars que vous êtes en train de jeter chaque année. Parce que ce 12 000 dollars-là, c'est ce qui va vous permettre maintenant à créer des richesses. Quand vous prenez ces 12 000 dollars-là et vous mettez ça maintenant dans l'immobilier, ces 12 000 dollars-là maintenant fait partie de ce qu'on appelle votre equity. Parce qu'au fait, vous êtes en train de payer la banque, mais quand vous êtes en train de payer la banque, vous êtes en train de payer votre dette. Et quand vous êtes en train de payer votre dette, vous êtes en train de construire plus de equity. À fur et à mesure que vous êtes en train de construire plus de equity, la banque maintenant, vous devenez maintenant aussi plus crédible auprès de la banque. Et ici, maintenant, il y a deux façons dont vous pouvez construire votre equity. Et ça, c'est ce qui est vraiment très bien avec le real estate. Le equity, vous pouvez le construire en faisant votre propre paiement. Dans certains cas, le equity, comme dans mon cas, mon equity est en train d'augmenter avec les paiements que je suis en train de faire à la banque. Mais ces paiements, en fait, parce que c'est un multi-unit, parce que j'ai investi dans un building, ce paiement, en fait, ce sont mes locataires qui sont en train de faire ce paiement pour moi. Moi, je ne paye pas de loyer aux États-Unis. Les locataires sont en train de payer la banque et moi, j'habite parce que j'habite gratuitement. Donc, mes locataires travaillent pour moi, ils sont en train de payer ma banque et ils sont en train de créer, ils sont en train de grandir ce equity pour moi. Donc, ils sont en train de payer ma dette auprès de la banque et cet argent-là, j'ai pas cet argent-là en liquide. Après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, c'est vrai que maintenant, vous n'avez pas cet argent en liquide. Vous allez peut-être vous poser la question et dire, qu'est-ce que je vais faire avec cet equity? Oui, c'est vrai que mes locataires sont en train de payer cet argent. Cet argent est en train d'entrer, ça part à la banque. C'est pas comme si je peux toucher cet argent, cet argent cash. Mais au fait, d'abord, il y a deux façons que vous pouvez, bon, je crois qu'il y a plusieurs façons, mais il y a deux façons vraiment que moi je connais que vous pouvez grandir votre equity. Comme je disais, l'argent que vous prenez, vous êtes en train de payer à la banque. Ce qui est intéressant avec le real estate, donnons peut-être un exemple. Vous avez un real estate ici maintenant que vous voulez acheter. C'est un real estate maintenant qui coûte 100 000 dollars. Le down payment que vous devez donner, c'est 10%. Ou bien, si c'est votre première maison, le down payment que vous devez donner, c'est de 3%. Ici, cette personne est en train de donner 12 000 dollars à la fin de chaque année pour son loyer. On vous demande 3% de 100 000 dollars pour vous acheter un appartement, peut-être ou bien un condo de 2 chambres. Quand vous donnez maintenant cet argent-là, vous partez, vous donnez vos 3% à la banque, peut-être un 3 000 dollars, ou bien avec toutes les autres histoires, vous donnez un 5 000 dollars à la banque et vous achetez votre maison. On vous remet maintenant la clé de votre maison. Tout ce que vous êtes en train de prendre maintenant à partir de là, disons que votre paiement à la fin du mois, c'est quelque chose comme, disons, 1 200 dollars. Avant, quand vous étiez locataire, vous étiez en train de payer 1 000, maintenant vous payez 1 200 quand vous êtes propriétaire d'une maison. Mais comme je disais avant, les 1 200 dollars que vous êtes en train de donner à la banque, c'est votre argent. Il y a une partie qui part dans votre equity. Donc, vous êtes en train d'agrandir ce equity-là avec la banque. Ça veut dire que la dette que vous avez auprès de la banque, elle fait que devenir petite. Si vous avez une maison, c'est vous-même qui est en train de faire ce paiement. Si vous avez un building, vos locataires sont en train de faire ce paiement pour vous. Mais dans tous les deux cas, vous êtes en train de payer la banque. Vous êtes en train de vous acheter cette dette-là que vous avez auprès de la banque. Mais cet argent-là que vous avez en banque, ce n'est pas de l'argent que vous êtes en train de toucher. Disons maintenant que dans tout cet argent, les 100 000 dollars, vous avez payé peut-être 50 000 dollars. Ça veut dire qu'il vous reste 50 000 dollars à donner à la banque pour que vous ayez terminé tous vos paiements.
Cet argent-là, maintenant que vous avez, c'est 50 000 dollars. Vous pouvez utiliser ça. La banque vous donne une possibilité de l'utiliser. Il y a quelque chose que on appelle le HELOC. C'est H-E-L-O-C. C'est Home Equity Line of Credit. Donc, c'est une ligne de crédit, en fait. Et la ligne de crédit va vous dire que si vous voulez utiliser cet argent, les 50 000 dollars de equity que vous avez déjà payé auprès de la banque, vous pouvez partir à la banque et dire que j'ai envie que vous puissiez me donner une ligne de crédit par rapport à l'argent que j'ai déjà dans mon equity. Et il y a d'autres banques qui vont vous donner une ligne de crédit de 50 000 dollars parce qu'ils savent que vous avez déjà payé 50 000 dollars, donc vous avez déjà 50 000 dollars dans cette maison de equity. Donc ça, c'est une façon où vous pouvez utiliser cet argent. Et beaucoup de gens font ça. Ils ont payé déjà 50 000 dollars, ils partent auprès de la banque, ils disent que, parce que c'est de l'argent c'était pas quelque chose que vous avez cash. Vous dites à la banque que dans cet argent-là que je vous ai déjà payé, j'ai envie de prendre un crédit sur cet argent, une ligne de crédit. Et la banque va dire, effectivement, vous m'avez déjà donné 50 000 dollars. Et comme je donnais dans l'exemple de la voiture, vous avez déjà donné un paiement de 600 dollars. Donc ces 600 dollars-là que vous avez donné, dans le cas de la voiture, vous ne pouvez pas le faire. Mais dans le cas de l'immobilier, ce 600 dollars-là que vous avez déjà donné, vous pouvez encore partir auprès de la banque et dire que j'ai envie que vous me donniez un crédit, une ligne de crédit sur ce 600 dollars-là. Et la banque va le faire parce que c'est 600 dollars que vous les avez donnés. Une autre façon de le faire, c'est de vendre votre maison. Quand vous vendez votre maison, votre equity, c'est là que vous pouvez aussi le récupérer. Mais la chose qui est encore plus intéressante quand vous êtes en train de parler de equity, il y a deux concepts. C'est le concept de appreciation et depreciation. Le concept de depreciation aux États-Unis, c'est quelque chose qui rend vraiment les gens très riches. C'est pour ça que je vous dis que vous devez vraiment vous lancer dans le real estate. Parce que le concept de depreciation, c'est là que ça va vous permettre maintenant de diminuer votre income. Et dans la procédure maintenant de appreciation, c'est que les gens ne parlent pas souvent assez. C'est cette appreciation vous permet maintenant de construire aussi votre equity. Rappelez-vous ici que vous êtes en train d'investir dans le real estate. Vous achetez peut-être un real estate qui vous coûte 100 000 dollars. Mais maintenant, de regarder l'économie du monde, le real estate est en train d'augmenter en valeur. C'est-à-dire que le real estate que moi, je me suis acheté en 2000 ou bien en 2015 ou bien en 2020 à 1000 dollars, aujourd'hui, il n'a pas le même prix. Ça veut dire que cette augmentation-là est en train aussi de jouer dans votre equity. Ça veut dire que quand vous êtes dans le real estate, et c'est comme ça que les gens sont en train de se créer des richesses, non seulement vous êtes en train de faire des paiements à la banque qui est en train d'augmenter votre equity, mais la valeur du real estate lui-même. Aux États-Unis, chaque année, le real estate augmente de quelque chose comme 5%. Ça dépend, il y a d'autres markets qui augmentent même plus que ça. Ça veut dire que chaque année, vous êtes en train de vous faire un 10% de equity seulement à cause de ce qu'on appelle le appreciation. Donc, vous êtes en train de faire ça chaque année. Votre real estate est en train de appreciate. Et en même temps, si votre real estate, parce que c'est un bien physique comme une voiture, c'est aussi en train de depreciate. Donc, c'est en train de perdre sa valeur over time. Et aux États-Unis, ici, le gouvernement vous permet d'amortiser, je crois que c'est ce qu'on appelle ça, un amortissement, je crois. Je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est ça le terme en français. Donc, vous pouvez faire une depreciation, des fois même accélérée de 7 ans, ou bien le gouvernement vous permet, pour la plupart des gens, on vous permet de faire une depreciation de quelque chose comme 27 ans. Parce qu'ici, vous achetez vos real estates pendant 30 ans. Le loan, la plupart des loans, c'est quelque chose de 30 ans ou bien 15 ans. Donc, si vous prenez l'option de 30 ans, vous pouvez depreciate cet asset-là chaque année pendant 27 ans. C'est-à-dire que votre maison de 100 000 dollars, chaque année, vous prenez 100 000 dollars divisé par 27. Chaque année, ce montant-là, vous pouvez le déclarer comme une perte. Et cette perte-là que vous avez déclarée, c'est ça qui va faire descendre votre income et va vous permettre de payer moins de taxes. Mais ça fait descendre seulement votre income sur les papiers. En réalité, comme ça, votre income n'est pas descendu à cause du concept de la depreciation. Et c'est là que vous voyez que les gens qui sont riches continuent toujours à faire de l'argent. Mais il y a aussi le concept maintenant de appreciation.
Et ça, c'est maintenant la différence avec les voitures. Le real estate maintenant est aussi en train de appreciate in value. À cause du fait que c'est un bien physique, les gens, les gouvernements, les policies disent que c'est en train de perdre sa valeur over time, comme tous les biens physiques. Mais le real estate aussi est en train aussi de appreciate parce que sa valeur continue aussi à augmenter. Donc, c'est un gagnant-gagnant si vous voulez vous lancer dans quelque chose comme ça. Et comme je disais, toute cette valeur-là qui est en train d'appreciate over year, ça fait aussi partie de votre equity. Ça veut dire qu'à un moment, vous allez vous retrouver que vous avez acheté une maison de 100 000 dollars, 200 000 dollars, 300 000 dollars, mais en réalité, votre maison maintenant vaut, si vous comptez la vendre, elle vaut quelque chose comme 600 000 dollars. Et ça, c'est quelque chose, les 300 000 dollars qui sont dessus là, tout cet argent-là, ça fait partie de votre equity. Donc, vous pouvez cash out tous ces 300 000 dollars-là en forme de HELOC, Home Equity Line of Credit, ou bien vous pouvez carrément vendre cette maison et vous acheter une autre maison et faire votre bénéfice de 300 000 dollars. D'autres gens utilisent maintenant cette ligne de crédit pour s'acheter un autre real estate. D'autres personnes utilisent cette ligne de crédit-là pour se lancer dans l'agriculture. D'autres personnes, et c'est là qu'on dit que la plupart des gens qui ont gagné de l'argent aux États-Unis ont commencé à cause du real estate. Parce que c'est l'un des investissements qui vous permet vraiment de créer des richesses à travers l'equity.